Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct pour ce dernier webinaire de la semaine de l'éducation financière. Ce soir, on va parler de l'un des projets les plus importants de votre vie, financer votre acquisition immobilière. Si vous achetez, si vous déménagez ou si vous voulez renégocier votre prêt, cette émission est faite pour vous. On va décrypter le crédit immobilier et vous donner des outils concrets pour y voir plus clair. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions en direct, on en prendra un maximum à la fin de l'émission. Avec nous en plateau, Florence Verdon, responsable marketing crédit immobilier chez Boursorama. Bonsoir Florence. Bonsoir Marie-Laure. Avec nous également maître Salima Damani, notaire associé dans le Val d'Oise. Bonsoir Salima. Bonsoir. Alors Florence, pour ouvrir cette émission, j'aimerais qu'on parle du contexte actuel. On a beaucoup entendu parler de la hausse des taux ces dernières années, puis de leur recul. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui ? Alors si on regarde le taux moyen en février 2026, il s'établit à 3,25%, quand l'année dernière on parlait d'un taux moyen à 3,19%. Donc on voit qu'on est encore sur un niveau relativement stable. Quand on regarde la durée, alors c'est à peu près la même chose, on est à 252 mois alors que l'année passée on était à 253 mois, donc ce qui est un petit peu plus de 21 ans. On est encore sur un niveau très stable. Ce qu'on constate, c'est que les banques allongent la durée des crédits pour améliorer la solvabilité des emprunteurs. La production de crédit est en hausse, plus 33% en nombre de crédits et plus 25% en montant. Donc on voit que ça fonctionne. Si on regarde en fait la période mars 2025 à février 2026 contre mars 2024 à février 2025. Donc pour répondre à ta question Marie-Laure, en fait, en attendant les éventuels effets de la guerre en Iran, on peut dire que effectivement actuellement la stabilité des taux est plutôt la bienvenue pour se lancer dans un achat immobilier. Salima, est-ce que tu confirmes cette tendance du côté des actes chez les notaires ? Est-ce que c'est plutôt en hausse ? Alors oui, c'est vrai que nous, sur les terrains, on constate une hausse des projets d'acquisition pour les acquéreurs et notamment pour les primo-accédants. On a eu 2 dernières années assez difficiles en termes immobiliers. Il y a quand même des baisses de prix qui sont constatées et un regain pour l'immobilier qui est en début d'année en tout cas assez marqué. Et c'est vrai que chez certains vendeurs, il y a encore aussi la tendance et la difficulté de baisser les prix. Donc il y a encore cette petite difficulté, mais on constate que le marché quand même tend à la hausse au niveau de l'immobilier. En fait, il y a certains vendeurs qui n'ont pas encore ajusté leur prix aux réalités un peu dures du marché actuel. Exactement. Et ça tire un petit peu vers le bas parfois le nombre de transactions, ça peut freiner un petit peu les transactions. C'est juste qu'il y a beaucoup de négociations et les vendeurs sont beaucoup plus longs à s'accorder sur le fait que le marché a un peu baissé en termes de prix de vente et les acquéreurs ont beaucoup plus de choix. Du coup, ça tend un peu le marché et ça fait que les transactions sont un peu plus longues en termes de négociation que d'habitude. Alors Florence, tu évoquais l'allongement des durées de prêt. C'est souvent présenté comme une bonne nouvelle pour les emprunteurs, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Et quel est l'impact réel de cet allongement sur le coût du crédit ? Alors l'effet positif, c'est que l'allongement de la durée du crédit permet de réduire la mensualité. Donc ça rend le crédit plus accessible à davantage de ménages. Mais en contrepartie, quand on allonge la durée, on augmente aussi le coût total du crédit. Donc si on prend un exemple sur 200 000 € empruntés, au taux moyen de février 2026, donc à 3,25, ça représente environ 72 000 € d'intérêt. Si j'allonge la durée à 25 ans, là j'arrive à 92 000 € d'intérêt. Donc c'est quand même pas la même chose. C'est un effet mécanique en fait. Voilà, tout à fait. Donc il faut vraiment trouver le bon équilibre finalement entre les deux. Une mensualité qui soit supportable pour les emprunteurs, mais sans sacrifier inutilement le coût total du crédit. Donc si on a un conseil à donner, c'est qu'éventuellement, si la situation financière des emprunteurs s'améliore, ils ont la possibilité de faire un rachat anticipé partiel, donc sans pénalité, ce qui leur permettra de réduire la durée du crédit. Alors maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'on a bien compris le contexte du marché. Salima, pour ceux qui veulent acheter un bien et qui démarrent de zéro, est-ce que tu peux nous rappeler dans quel ordre ça se passe, de la simulation du crédit jusqu'au moment où on récupère les clés? Il y a beaucoup d'étapes. Effectivement, avant de se lancer dans un projet immobilier, il y a quand même des étapes clés qui sont à cocher avant de récupérer les clés d'un bien. L'étape numéro 1, ce serait d'évaluer sa capacité d'emprunt avant
de savoir dans quoi on se lance, il faut savoir ce sur quoi on peut se lancer en termes financiers. Donc il y a des simulations qui sont possibles sur des banques en ligne comme Boursorama, ou alors prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire pour savoir déjà en termes de capacité d'emprunt ce sur quoi on peut se lancer. Ensuite, donc, dès qu'on a sa capacité d'emprunt ou de financement, on sait sur quel type de bien on peut aller. Et là, on peut du coup entamer ses recherches et faire des visites au niveau des biens. Avant même de faire une offre, moi je dirais de se faire quand même accompagner par un professionnel qui peut un peu auditer le bien qu'on achète, que ce soit en termes pratiques sur les éléments de construction ou l'état du bien, mais aussi sur les éléments juridiques quand on achète en copro, les charges, etc. Un professionnel, c'est-à-dire un agent immobilier, un notaire? Un agent immobilier, un notaire sur la partie juridique. Et après, je sais que ça se développe beaucoup. Les experts immobiliers qui viennent pour auditer notamment, par exemple, une maison, qui font un audit sur le bâti, etc. C'est de plus en plus, en fait. Ça, c'est un point qui est très important qu'on peut oublier, mais la structure du bâtiment, les éventuels vices cachés, peut-être visiter les caves aussi, voir s'il y a de l'humidité, tout ça, c'est des points vraiment importants. Ça peut révéler des mauvaises surprises après coup. Exactement. Moi, je conseille aux personnes qui achètent, qu'on soit primo-accédant ou pas, c'est vraiment de faire abstraction du fait qu'on ait un coup de cœur et de mettre les sentiments dans son achat. C'est vraiment de regarder les choses de manière factuelle, sur des choses qu'on n'anticipe pas vraiment. Et c'est là où, financièrement, on peut partir sur un projet sur lequel on n'avait pas envisagé, ou en tout cas en termes financiers, ça peut prendre des proportions assez importantes. Donc c'est des choses quand même qui sont bien à calculer bien avant de faire une offre, à mon sens. Et puis éplucher aussi les PV d'AG, voir s'il y a des litiges éventuellement, s'il y a des conflits entre les voisins. Enfin, tout ça, c'est des choses importantes à prendre en compte. Exactement. À mon sens, il y a quand même des économies qu'on ne peut pas faire quand on fait un achat immobilier. C'est l'économie sur l'expertise d'un professionnel, que ce soit un notaire à contacter avant de signer un compromis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de clients pour lesquels je vérifie les compromis avant qu'ils les signent. Comme ça, on vérifie vraiment la totalité de l'environnement du bien de manière juridique, et aussi se faire accompagner d'un professionnel, pas forcément un professionnel qu'on rémunère, mais quelqu'un de sa famille qui s'y connaît dans le bâtiment ou autre, pour checker certains points comme l'humidité ou des choses pour lesquelles le commun des mortels n'est pas forcément habitué à détecter les anomalies. Donc là, si tout va bien, on a signé le compromis, enfin on a fait une offre qui a été acceptée, on a signé le compromis. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la demande de financement. C'est après avoir signé le compromis. Exactement. Dans les étapes, donc on fait une offre, on signe un compromis dans lequel on intègre une clause dans laquelle on demande un financement, et ensuite, normalement, on a déjà démarché les banques pour savoir si on était finançable. Et c'est là où, en pratique, on fait les demandes de prêt directement auprès des banques. Ensuite, on a le dépôt de garantie à verser à la suite de la signature du compromis ou de la promesse de vente. Ensuite, donc, généralement, on a un délai dans lequel, 2 mois pour lequel on reçoit l'offre de prêt. À l'issue de ce délai, il y a 10 jours pendant lequel on attend. C'est le délai de réflexion bancaire. À l'issue de ce délai, les fonds sont disponibles et là, on peut organiser la signature. En gros, entre le moment où on signe le compromis et le moment où on récupère les clés, il y a environ 3 mois. C'est un délai assez classique pour un achat immobilier. Alors Florence, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut présenter le meilleur dossier possible à sa banque? On revient un petit peu en arrière au moment de la demande de financement. Oui, alors 5 conseils. Le premier, c'est vraiment rembourser les crédits à la consommation si l'emprunteur en a, parce que ça pèse vraiment sur l'endettement. Le deuxième conseil, c'est d'assainir les relevés de compte. Donc généralement, ce que les banques étudient, c'est une période de 3 mois de relevés de compte. Donc pas de dépenses irrégulières, pas de découverts et surtout pas de jeu d'argent. L'apport personnel. Alors, chez Boursobank, on n'exige pas d'apport personnel, sauf pour couvrir en fait les frais de garantie crédit logement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très positif et ça solidifie la qualité du dossier lorsque l'emprunteur a un apport personnel. Mais même si j'ai 0 apport, je peux quand même venir chez Boursobank et demander un crédit, c'est possible? Oui, il faudra simplement du coup uniquement pouvoir couvrir la caution crédit logement. On a une idée du montant de cette caution? C'est variable? Oui, par exemple sur un emprunt, je peux donner une échelle, sur un emprunt de 100 000 €, c'est dans les environs de 3 000 €. D'accord.
Le quatrième conseil, c'est bien regarder son taux d'endettement. Donc c'est quand même le critère clé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un ratio en fait sur les charges totales, sur les revenus. Donc dans les charges totales, on va y mettre le crédit à venir, donc le projet qui va être financé, les crédits en cours qui sont déjà existants, et éventuellement une pension alimentaire si l'emprunteur en verse une. Donc ce plafond du taux d'endettement est limité à 35%. On parle aussi souvent de taux d'effort dans la presse, mais c'est quasiment la même chose. Et le dernier conseil, c'est vraiment d'actualiser sa simulation très régulièrement. Parce que c'est pas parce qu'on a fait une simulation en septembre 2025 qu'elle reflètera la réalité des taux de mars 2026. Parce que parfois la recherche peut un peu s'éterniser et dans ces cas-là, il faut penser à actualiser, ça c'est un bon conseil effectivement. Refaire très régulièrement des simulations. Pour voir où on en est exactement. Oui, parce que les taux changent régulièrement et du coup, il faut vraiment regarder ce qui se passe. Alors Salima, même avec un dossier solide, il peut arriver malheureusement que le crédit soit refusé. Dans le compromis, il y a justement une clause qui protège l'acheteur dans cette situation. Ça s'appelle la condition suspensive de prêt. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'on risque si on y renonce pour rendre son offre plus attractive parce que c'est possible d'y renoncer? Alors oui, la loi en fait elle protège l'acquéreur d'un bien à usage d'habitation. Donc on peut intégrer dans un acte une condition suspensive d'obtention d'un financement. Ça veut dire en pratique, j'achète à la condition d'obtenir un prêt pour acheter. Donc c'est ce que ça veut dire en pratique. Ça veut dire que c'est une protection pour l'acquéreur. Si le prêt est refusé, l'acquéreur récupère le dépôt de garantie qu'il a versé et il est désengagé de la vente et tout s'arrête. En fait, c'est très très important de la mettre pour protéger l'acquéreur. C'est vrai que c'est très attractif pour un acquéreur de prendre le risque, entre guillemets, de dire au vendeur, parce que si l'acquéreur est sûr de lui, de dire au vendeur, je ne mets pas la condition parce que je suis sûr d'avoir mon prêt. Dans ce cas-là, le dossier sera meilleur et on risque de passer devant les autres. Exactement. Qui, eux, ont une condition suspensive. Donc, en fait, c'est un risque à prendre. Mais il faut bien mesurer ce risque parce que c'est un petit peu un coup de poker, finalement. Exactement. Pour moi, c'est un risque totalement démesuré si on n'a pas les fonds en propre pour assumer le fait que la banque derrière dise non. Parce que c'est possible que la banque dise non si on n'actualise pas son dossier et si on n'est vraiment pas sûr de soi. C'est un risque qui peut vous coûter 10% du prix de vente. Ce qui peut quand même... ça peut chiffrer assez vite. Assez rapidement. Donc. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est impératif de la mettre si on fait un financement. Et aujourd'hui, dans la plupart des compromis ou des promesses de vente, les vendeurs savent que les acquéreurs font des demandes de prêt. Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Après, on peut y renoncer par la suite. Mais pour moi, c'est quelque chose d'essentiel à mettre quand on fait une demande de crédit. On peut y renoncer par la suite, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut dire au vendeur, si on est sûr de soi, du coup, je renonce à la condition suspensive si, par exemple, la personne veut payer en propre sans passer par la banque. D'accord, si la personne n'a pas besoin de débloquer des fonds par la banque, si elle a des fonds personnels, oui, dans ce cas-là, effectivement, aucune raison de mettre une condition suspensive si elle paye cash, ce qu'on appelle payer cash. Exactement. La condition, il faut savoir qu'elle est de minimum 30 jours. Légalement, mais ce qu'on prévoit dans les dossiers, et ça c'est systématique, c'est un délai de 60 jours, entre 45 et 60, mais plus 60 pour obtenir son prêt. C'est un délai classique, c'est un délai normal pour obtenir un financement. Les gens ont le temps, même si c'est un temps assez court. 2 mois pour obtenir un financement, c'est normalement assez pour obtenir un crédit pour la suite. Florence, est-ce que tu as des conseils pour éviter de se retrouver dans cette situation délicate d'un compromis signé, mais d'un financement qui ne suit pas malheureusement ? Oui, finalement, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il ne faut vraiment jamais signer un compromis sans avoir effectué sa simulation et bien connaître sa capacité d'emprunt en amont, quitte à justement avoir une simulation qui date de la semaine juste avant pour vraiment avoir les informations. Après, il y a aussi un fait, lorsqu'en fait le projet va impliquer la revente d'un bien, du bien actuel, il ne faut surtout pas surestimer le prix de vente du bien. Et ne pas sous-estimer non plus la durée de vente qui peuvent s'allonger et qui peuvent être problématiques pour un prêt relais. Et le dernier conseil, ce serait vraiment de tester la solidité de son plan en se disant mais qu'est-ce qui se passe si les taux sont amenés à augmenter de 0,5% par exemple, ou si la vente de mon bien va prendre 2 mois de plus que prévu. Un prêt relais, on peut rappeler ce que c'est en quelques mots ? Oui, en fait le prêt relais, c'est donc en fait lorsqu'on a un bien actuel
Et donc, on souhaite déménager et acquérir un nouveau bien. En attendant sa revente, on va bénéficier d'un prêt qui va correspondre à environ entre 60 et 80% du montant de l'estimation du prix de vente. Il est généralement limité à 12 mois, il peut être prorogé à 24 mois. Mais en fait, il est quand même très important que le bien soit vendu dans les temps. Sinon, ça peut vraiment mettre en difficulté les emprunteurs. Alors, on va maintenant parler d'un sujet qui touche un grand nombre d'entre vous, l'achat en couple. Salima, avant même de parler de crédit, quelles sont les toutes premières questions à se poser quand on achète à deux ? Alors oui, c'est essentiel à mon sens. Avant de se lancer dans le projet, il faut savoir de quelle manière on va acheter. En termes de statut juridique du couple. Est-ce qu'on y va en étant pacsé? Est-ce qu'on y va en étant en union libre? Est-ce qu'on va se marier entre-temps? Ça, pour moi, c'est des questions essentielles et c'est vraiment les questions que je pose en premier aux futurs acquéreurs. Puisque le statut juridique change énormément de choses pour l'acquisition d'un bien immobilier. On en parlera un petit peu après, mais qu'on soit marié, pacsé en union libre, ce sont 3 cas très différents. Exactement. Et surtout, les conséquences sont totalement différentes pour chacun des cas. Surtout en cas de séparation ou en cas de décès, les conséquences peuvent être parfois assez lourdes pour les acquéreurs. Notamment en union libre, quand on achète, c'est comme si on achetait avec un inconnu. Du coup, on est en indivision. Et la règle de l'indivision fait que chacun sera propriétaire en fonction de ce qu'il apportera en termes d'argent. Donc ça peut être totalement... soit c'est généralement... Bon, il y a toujours le cas du 50-50. Il y a le vrai 50-50 et le faux 50-50 entre guillemets. Et ce qui est important à savoir pour les gens qui sont en union libre et qui achètent, ce qui est quand même le cas de beaucoup de personnes, c'est que les quotités qu'on inscrit dans l'acte seront les quotités qui seront redéfinies lors d'une revente. Admettons, on achète ensemble 50-50 alors qu'en réalité j'ai mis 80% de l'apport et qu'on se sépare. Au moment de la revente, le notaire partagera le prix en 50-50. Donc si le partage se fait au moment d'une séparation et que c'est conflictuel, c'est assez compliqué de redire finalement c'était pas 50-50, c'était 80-20. Il faut vraiment que les quotités qui sont vraiment inscrites soient cohérentes. Les quotités réelles. Exactement. Ne pas compter sur une éventuelle bonne volonté de son partenaire. Non. de ton expérience, ça marche. Ah oui, non, ça marche clairement, ça marche à l'achat. À la sortie, à la séparation, ça marche quasiment jamais. Et les quotités donc inscrits dans l'acte d'achat doivent impérativement refléter la réalité des apports de chacun, c'est ce que tu disais. Donc le conseil principal finalement, c'est de consulter un notaire avant de signer le compromis et pas après. Alors au stade du compromis, c'est pas très problématique parce que en termes d'argent, il y a juste le dépôt de garantie qui est versé. Donc à ce stade-là, c'est pas problématique. C'est vraiment avant la signature de l'acte définitif parce que c'est là où les quotités sont figées qu'il faut discuter avec le notaire. Où généralement le notaire prend le pli de poser les questions pour alerter les clients, pour qu'ils aient les conséquences en tout cas de l'achat, notamment en indivision. Notamment si on est en union libre, Exactement. Ce qui est le plus risqué. Exactement. Et le plus courant, du coup. Et le plus courant, oui. Paradoxalement. Exactement. Peut-être par manque d'informations. Oui, je pense. Florence, du côté de la banque, qu'est-ce que ça change concrètement d'emprunter à deux? Quels sont les avantages, mais aussi les risques à bien comprendre avant de s'engager? Parce que là aussi, il y a des risques, effectivement. Oui, alors l'avantage principal, c'est que en fait, de revenus permettent d'augmenter la capacité d'emprunt. Donc c'est quand même pas négligeable. Et permet aussi de réduire mécaniquement le taux d'endettement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le principe de solidarité des emprunteurs. Donc c'est quand même le principe clé à retenir, puisque si l'un fait défaut, l'autre devra verser l'intégralité des mensualités. D'accord. Donc concrètement, si mon conjoint est au chômage et qu'il ne peut plus payer, ça va être à moi de tout payer, de payer l'intégralité du crédit? Oui, il faut effectivement régler la mensualité. Il faut régler la mensualité, quelle que soit la situation de la personne avec qui on a acheté. L'autre point important, c'est l'assurance emprunteur également. Donc l'assurance emprunteur, elle doit couvrir à minima 100% du montant du prêt. La répartition, donc on appelle ça la quotité, peut être variable, par exemple 50-50, 100-100. En fait, si le prêt doit être couvert à hauteur de 100%, il peut aussi être couvert à hauteur de 200%. Généralement, dans la pratique, les emprunteurs répartissent les quotités en fonction des revenus du couple. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que l'objectif n'est pas de réduire à tout prix la prime, il faut quand même être bien couvert.
Et un décès dans ces cas-là, ça pourrait être catastrophique aussi pour celui qui reste? Alors, un décès, effectivement, en fonction de la répartition de la quotité, si, imaginons, l'un ne travaille pas et celui qui travaille est uniquement celui qui est assuré, effectivement, ça pose un vrai problème, puisqu'en fait, celui qui travaille n'a pas de revenus, il va falloir qu'il subsiste tout seul au paiement des mensualités. Donc oui, c'est quelque chose qui se réfléchit vraiment. Et Salima, tu as des exemples concrets de situations où il y a des couples qui ont fait des mauvais choix d'assurance et qui s'en sont rendus compte trop tard? Alors oui, mais du coup c'est vraiment le cas, comme tu le disais, sur le fait que parfois on fait peser sur celui qui travaille ou qui gagne le plus les primes d'assurance ou en tout cas la quotité la plus importante. Et à mon sens, c'est le risque à prendre parce qu'on va prendre un cas classique. Un couple en union libre, l'un travaille et a un très bon salaire, l'autre, le cas classique où s'arrête pour élever les enfants. On assure la personne qui travaille à 100%, le conjoint à 50% en se disant que c'est OK et que de toute façon le conjoint travaille et assumera les remboursements le cas échéant. Si c'est la personne qui est assurée à 100% qui décède, le conjoint qui se retrouve avec 50% de l'emprunt à payer mais qui ne travaille pas, là, on est vraiment dans une situation très compliquée, surtout si c'est des personnes qui sont en union libre. Du coup, il n'y a aucune protection, aucun héritage, parce qu'on n'hérite pas de quelqu'un avec qui on n'a pas de lien, ni civil, ni de sang. Donc il y a les droits de succession aussi. Exactement, les droits de succession qui sont de 60%, qui sont hyper lourds, en plus du remboursement du prêt et des échéances qui arrivent, qui sont quand même c'est quand même hyper important. Donc pour moi, c'est quand même un risque de faire peser l'assurance à 100% que sur l'un des... Dans ce cas-là, c'est quand même assez lourd en termes de... En cas de décès, ça peut être assez lourd pour celui qui reste, malheureusement. Donc finalement, la recommandation, ça serait une assurance à 100% des deux côtés, même quand les revenus sont déséquilibrés. Oui. Même si la prime mensuelle est un petit peu plus élevée. Parce qu'en fait, on choisit sa quotité d'assurance, c'est ça, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe? Oui, on l'a choisi. Oui. On l'a choisi avec son banquier, c'est discuté à quel on moment? l'a choisi à partir du moment où ça fait 100... En fait, l'exigence de la banque, c'est vraiment que ça fasse 100%. Après, les emprunteurs font ce qu'ils veulent. D'accord, c'est eux qui disent moi c'est 30, toi c'est 70, etc. Mais sincèrement, c'est pas une économie... le coût de la prime d'assurance ne vaut pas la prise de risque sur l'éventuel décès de celui qui est assuré seulement à 100%. Ça n'a pas d'intérêt à mon sens. Et je pense que si les gens font le calcul chiffré, ils se rendront compte que la prise de risque, elle est quand même énorme. Donc, on a bien compris, il vaut mieux faire 100%, 100%. Il faut penser également au testament. On n'a pas forcément envie d'y penser, mais ce sont des choses qui arrivent. En cas de décès, ce sont les héritiers légaux du défunt qui héritent et non pas le partenaire non marié, toujours dans le cas d'un couple qui serait non marié. Exactement. Ça, il faut y penser aussi, parce qu'on oui. peut se retrouver dans une situation très compliquée. Oui, c'est pour ça que c'est important quand on est en union libre ou même quand on est pacsé de bien faire le point avec le notaire avant l'acquisition, au moment où on a l'offre, pour aborder tous les points sur l'assurance emprunteur et aussi sur la manière dont on va acheter, de se protéger en fait, tout simplement. Alors Florence, on va prendre le cas d'un couple qui malheureusement se sépare après avoir acheté ensemble et qui a un crédit commun. Quelles sont concrètement les options qui s'offrent à eux du côté de la banque? La première option, c'est tout simplement de vendre le bien. Ça permet de solder le crédit. S'il y a un reliquat, de le partager entre les deux. Voilà, c'est vraiment la solution la plus simple. Après, la deuxième option, c'est la désolidarisation du crédit. Donc là, en fait, l'un des co-emprunteurs est libéré de son obligation de remboursement et l'autre reprend seul le crédit. Ça ne se fait pas simplement comme ça. Il faut quand même l'accord de la banque. Il vérifie que l'autre emprunteur est capable de te rembourser à lui seul. Exactement. Tout le crédit. Ouais, exactement. Parce que sinon, on reste solidaire même si on est séparés. Ça, il faut le savoir, du crédit qu'on a emprunté. Oui. Et la troisième option, c'est une variante de la deuxième, on va dire, c'est la désolidarisation, mais avec financement du rachat de soult par la banque. Donc là, en fait, l'un rachète la part de l'autre pour devenir seul propriétaire, mais il a besoin d'un financement complémentaire. D'accord. Et donc, on va lui octroyer un prêt en complément pour qu'il puisse vraiment être acquéreur pleinement de l'appartement. Alors justement, Boursorama travaille actuellement, je crois que c'est en cours d'élaboration, sur un parcours de désolidarisation en ligne pour un peu simplifier toutes ces démarches qui sont parfois complexes et puis en plus dans un contexte un peu émotionnel, parfois difficile, donc ce qui n'arrange rien
En fait, on a un parcours existant et en fait, effectivement, on est en train de travailler sur des évolutions pour simplifier ces démarches. Donc c'est en cours. C'est en cours. On suivra ça. Salima, le rachat de Soult, c'est souvent présenté comme la solution naturelle en cas de séparation, mais il y a des pièges. À quoi est-ce qu'il faut faire attention ? Le rachat de Soult, effectivement, il y a des pièges. Donc c'est, comme tu l'évoquais, le cas où on se sépare et l'un des deux veut rester propriétaire du bien, en assumer le prêt. Mais du coup, il faut dédommager celui qui part et qui n'est plus propriétaire. Le point le plus important, à mon sens, c'est d'obtenir, et c'est sur quoi, dans les dossiers en pratique, c'est le plus compliqué, c'est qu'on obtienne la désolidarisation de la banque. Parce que quand la banque a fait l'offre de prêt, enfin le financement, elle a dit OK pour un financement et une garantie avec 2 personnes, 2 revenus. Et c'est vrai que faire assumer le coût d'un crédit sur une seule des 2 personnes, moi j'ai déjà eu des cas où la banque a dit non. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Les gens restent bloqués. Donc ils restent solidaires. Ils restent solidaires sur le prêt et en tout cas ils restent propriétaires tous les deux. Et du coup on fait des conventions où on aménage sur le fait qu'il y en a un des deux qui rembourse le prêt en attendant d'obtenir un autre prêt pour financer le rachat. Mais c'est vrai que c'est des situations en pratique très compliquées. Alors si Bourso facilite tout ça, c'est beaucoup plus simple parce que ça crée des situations où les gens sont obligés de rester soit ensemble, soit dans le même bien, ou de payer un prêt pour un... Mais du coup, ça les bloque dans le fait où ils ne peuvent pas repartir sur autre chose, en fait. Que ce soit sur la capacité d'endettement, parce que du coup, vous avez quand même votre crédit toujours en cours. Mais si vous voulez repartir sur autre chose, vous avez quand même un crédit en cours. Donc c'est quand même assez... dans la pratique et dans la vraie vie, c'est assez compliqué. Donc finalement, le conseil, ça serait de ne jamais finaliser un rachat de Soult sans avoir au préalable obtenu la fameuse désolidarisation du crédit auprès de sa banque. Oui, et de toute façon, le notaire veille au fait que la première chose qu'on demande aux clients, c'est d'aller à la banque pour obtenir la désolidarisation. Ensuite, on fait... Avant tout le rachat. Avant tout le rachat, exactement. Il faut préciser que la Soult aussi, elle comprend que la valeur du bien immobilier, elle ne comprend pas tout ce qui est meubles, véhicules ou placements, et ça, il faut aussi y penser. Exactement. En fait, nous, quand on s'occupe des indivisions, en fait, le principal dans le patrimoine des clients, c'est le bien immobilier avec le prêt, mais il y a aussi tout le reste sur lequel les gens doivent penser. Les meubles qui ont été achetés, les travaux qui ont été financés par l'un ou l'autre, qui ne sont pas forcément dans les quotités d'acquisition qu'on a mises dès le départ. Le paiement des charges, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut que les gens pensent à se mettre d'accord ou à minima partager pour... Donc bien garder des preuves aussi de paiement, des travaux éventuels qui ont été faits. Exactement. On n'y pense pas forcément, mais... non, personne n'y pense. Et c'est le jour où tout va mal qu'on fait des comptes, malheureusement. Donc finalement, le petit conseil stratégique, ça serait de rédiger dès l'achat une convention d'indivision chez le notaire. Et comme ça évite, ça prévoit les modalités d'une éventuelle séparation et ça simplifie beaucoup la suite. Exactement. En fait, plus il y a de la communication, plus c'est encadré dès le début. En gros, si vous mettez les règles du jeu sur la table et à l'écrit dès le départ, le jeu se fait en fonction des règles. Donc normalement, il y a moins de problématiques à la fin. Alors Florence, maintenant qu'on a parlé des bases du financement, j'aimerais qu'on voit un peu plus en détail l'offre de Boursobank, parce que vous avez pas mal d'innovations en cours. Quels sont les atouts concrets aujourd'hui du parcours Boursobank pour son crédit ? Oui, alors le crédit immobilier Boursobank, c'est tout d'abord un parcours 100% en ligne, de la simulation jusqu'à la signature de l'offre de prêt. Un accord de principe immédiat en ligne, aucun frais de dossier, ni frais de remboursement anticipé sauf rachat par la concurrence. Pas d'obligation de domicilier ses revenus. Un montant... De domicilier ses revenus chez Boursobank. Chez Boursobank, oui, tout à fait. Un montant minimum d'emprunt de 100 000 € et une durée comprise entre 7 et 25 ans. La possibilité d'être accompagné tout au long du projet par un conseiller dédié. Et en cours de vie du prêt, la possibilité d'avoir une suspension ponctuelle des mensualités ou des modifications d'échéance si la situation de l'emprunteur ou des emprunteurs évolue. Et aussi un point important, vous financez tous les profils, CDI, CDD, indépendants, profession libérale. Donc même si je suis à mon compte, je peux aller chez Boursobank et solliciter un crédit. Oui, le dossier sera étudié. Ouais, Qu'est-ce que vous regardez dans ces cas-là ? Alors les justificatifs ne sont pas les mêmes. J'invite les emprunteurs à faire une demande et en fait ils auront la possibilité... Par exemple le chiffre d'affaires des 3 dernières années, ce genre de choses, oui, voir s'il y a une stabilité dans les revenus. Oui, pour
le chef d'entreprise, effectivement, on va regarder l'alias fiscal. Pour les professions libérales, on va regarder... en fait, sur la page produit du crédit immobilier, on a la liste précise. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, allez sur la page crédit, mais en tout cas, c'est quelque chose de possible. Ah oui, tout à fait. Donc ça, c'est bon à savoir. Et Florence, j'aimerais qu'on s'attarde aussi sur une innovation récente qui me semble particulièrement intéressante, c'est la renégociation de crédit en ligne. Tu peux nous expliquer comment ça marche ? Oui, alors effectivement, c'est donc une nouvelle fonctionnalité qu'on a lancée il y a un peu moins d'1 an, au mois de mai 2025. Donc le concept, c'est qu'en fait, le client peut demander la renégociation de son crédit directement à partir de son espace client, enfin sa page détenteur. Alors, cette renégociation s'adresse en priorité aux clients qui ont souscrit un crédit entre la fin des années 2022 et fin 2023, où les taux étaient très élevés, dans les 4,5%. La démarche est très simple, donc la demande se fait entièrement en ligne, donc à partir de la page détenteur du client. S'il est éligible aux conditions, il a directement une proposition avec une nouvelle mensualité, un nouveau taux. Si ça lui convient, il l'accepte. Aucun frais de dossier ? Aucun frais. On lui demande de signer un avenant et c'est mis en place sur ses mensualités. Donc l'idée, c'est d'inciter ceux qui ont un crédit ancien avec un taux un peu plus élevé, de ne pas attendre une éventuelle nouvelle baisse des taux pour refaire une demande finalement, c'est ça ? Oui, pour ne pas partir à la concurrence, parce qu'effectivement, on souhaite fidéliser les clients et leur proposer une renégociation en interne. Mais en fait, cette fonctionnalité s'adresse aussi aux nouveaux acquéreurs qui finalement sont un peu hésitants, n'osent pas franchir le pas en attendant des meilleures conditions. Finalement, là, on leur permet de concrétiser tout de suite leur projet. Et effectivement, si une baisse de taux arrive, ils pourront en profiter et ils pourront bénéficier des nouvelles conditions. Alors Salima, d'un point de vue juridique, est-ce qu'une renégociation ou un rachat de crédit, ça a des implications dont les emprunteurs doivent être conscients avant de se lancer ? Alors, de manière générale, si on renégocie dans la même banque, il n'y a pas forcément besoin de l'intervention du notaire. Ça se fait par un avenant, comme tu le disais. Surtout s'il n'y a pas de garantie hypothécaire, il n'y a pas de démarche spécifique notariale à faire. Le notaire, il intervient quand il y avait une garantie hypothécaire sur la première offre de prêt. Dans ces cas-là, ça peut générer des frais. Notamment, ça dépend si en gros on reprend une hypothèque ou si on se fait racheter par la concurrence, il faut solder le prêt, faire une main levée de l'hypothèque, donc enlever la garantie en gros, et du coup voir avec la nouvelle banque si elle reprend une hypothèque ou une caution. Et là, ça peut générer des frais d'acte de main levée. Vous pouvez calculer les frais sur la Chambre des notaires de Paris, dans l'onglet outils et services, il y a un générateur de calcul de frais. Pour ceux qui veulent regarder. Et c'est vrai c'est quand même quelque chose à chiffrer dans le cas d'un rachat. S'il y avait une garantie hypothécaire, c'est des frais non négligeables à prendre en compte pour savoir si c'est vraiment cohérent en termes de frais ou si c'est pas nécessaire en fait. Alors Salima, en matière d'optimisation du financement, il y a aussi la SCI, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une piste à envisager ? Et dans quel cas, est-ce que c'est intéressant pour un acquéreur ? Alors la SCI, c'est une société civile immobilière, c'est un outil patrimonial qui permet d'acheter. Elle est constituée de personnes physiques qui créent la société et elle a tendance d'investissement immobilière. Pour moi, elle est intéressante dans certains cas, dans le cas où on fait de l'investissement locatif et dans le cas où on veut faire de l'investissement patrimonial. On achète avec ses enfants et le but, c'est de faire fructifier le patrimoine et de le transmettre au fur et à mesure. C'est un outil qui est très intéressant. Pourquoi c'est intéressant dans ces cas-là ? Parce que du coup, c'est la société qui emprunte et pas les personnes physiques. Donc en termes d'endettement, c'est la société qui porte le prêt et pas les personnes en elles-mêmes. Donc même en termes bancaires, c'est beaucoup plus simple, parfois plus simple pour emprunter. Il y a des avantages fiscaux également ? Oui, en termes de transmission, on transmet à nos enfants des parts de société et pas des biens immobiliers directement. Donc en termes de frais, il y a quand même, c'est significatif en termes de frais, ça coûte parfois moins cher. Et il y a une certaine liberté dans le fait que ce soit une société en termes de transmission et de gestion
qu'on n'a pas si on achète en direct, en propre, notamment si on a des enfants qui sont mineurs. Alors en revanche, pour l'achat d'une résidence principale, c'est un petit peu moins intéressant? Aucun intérêt pour moi. Aucun intérêt. Clairement. Acheter une résidence principale en SCI, surtout si c'est une SCI qui a l'impôt sur le revenu, il n'y a aucun intérêt puisque vous détenez votre résidence principale par le biais d'une société à l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez rien déduire, vous allez générer des frais par le fait que vous constituez quand même une société, il faut signer des statuts, il faut une immatriculation au greffe, il faut tenir une comptabilité quand même. Donc il y a un côté administratif qui est assez lourd. Oui, et qui pour moi n'est pas nécessaire pour une résidence principale. Alors le conseil, toujours le même finalement, consulter un notaire avant d'opter pour cette structure pour voir si c'est intéressant ou pas. Exactement, parce qu'il y a quand même un effet de mode sur la SCI qui n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas pour les acquéreurs. Bon, alors maintenant, c'est le moment, il nous reste quelques minutes de passer à vos questions. Nous en avons pris beaucoup en priorité, donc celles que vous nous avez envoyées avant l'émission, mais n'hésitez pas à nous en envoyer en direct si vous le souhaitez. Alors d'abord une question de Marion, qui est primo-accédante. Je souhaite acheter un appartement à 250 000 €. J'ai 25 000 € d'apport. Comment est-ce que j'estime ma capacité d'emprunt et à quelle mensualité est-ce que je dois m'attendre, Florence ? Oui, alors j'invite Marion à utiliser les simulateurs Boursobank. Donc le simulateur de la capacité d'emprunt. Donc là, en fait, il suffit de rentrer ses revenus et en fonction de la durée, ça lui permettra de connaître sa capacité d'emprunt. Donc si elle veut affiner ensuite sur l'estimation des mensualités, donc là, effectivement, c'est un autre simulateur. Donc sur les 250 000 € dont elle parle, j'ai un petit peu regardé. Donc si on estime des frais de notaire à 20 000 €, donc ça nous fait 270. Elle a un apport de 25 000, donc on déduit, donc on obtient environ 245 000 € de montant emprunté. Si on se base sur le taux moyen dont je parlais au début de l'émission, donc à 3,25 sur 20 ans, ça nous fait des mensualités à 1 394 € par mois, hors assurance, puisqu'on ne connaît pas son âge, donc je n'ai pas regardé l'assurance. Elle a 41 ans, pardon. Ah oui, bon. Et le prix de l'assurance varie en fonction. En fonction de l'âge, oui, exactement. Et puis, elle a le choix entre une assurance groupe ou une assurance déléguée. Enfin, c'est vrai que c'est plus complexe que ça. Et donc, si on regarde le taux d'endettement, si on se base sur un taux d'endettement à 35%, il lui faut à minima un revenu mensuel net d'au moins 3 983 €. Bon, ça donne un bon aperçu pour Marion. Salima, est-ce que tu as aussi quelque chose à ajouter parce qu'il y a aussi des frais qui sont souvent oubliés dans le budget quand on veut acheter son appartement ou sa maison. Exactement. Donc, au-delà du prix de vente qui est dû, les frais notaires, vous pouvez aussi les consulter. Il y a des simulateurs en ligne, notamment sur la Chambre des notaires de Paris, outils et services. Il y a le petit simulateur qui est très bien. Il y a les frais bancaires qu'il faut absolument anticiper, que ce soit la caution, crédit logement, ou les frais hypothécaires en termes de garantie. Et il y a aussi les frais qui sont annexes et qui sont en plus de tout ça. Par exemple, la taxe foncière. Le prorata, quand on achète un bien, on partage la taxe foncière avec le propriétaire pour l'année en cours. Donc on paye au prorata du mois selon lequel on a acheté à l'échelle de l'année. De l'année, exactement. Si on signe en début d'année, et du coup, vous devez la totalité de la taxe foncière en avance. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. Exactement. Pareil, si le bien est en copropriété, il faudra payer le prorata des charges, mais aussi des avances de trésorerie qui ont été réglées par le vendeur. Et là aussi, ça peut chiffrer. Donc, ce qu'on fait au moment de l'avant-contrat, donc compromis aux promesses de vente, c'est là où on estime l'ensemble des frais qui seront ajoutés en plus du prix et des frais de notaire, enfin des frais d'acquisition, pour le jour J. Comme ça, les acquéreurs ont quand même une estimation de la totalité des frais qu'il y aura à payer. Donc il faut bien prévoir cette petite trésorerie en amont de l'acquisition. Donc on estime 3 à 5% du prix de vente de trésorerie pour couvrir un peu tous ces imprévus. Oui. Ça pour se faire un petit matelas de sécurité. Une question de Stéphane, 29 ans. Acheter une résidence principale pour seulement 4 ans, est-ce que ça vaut la peine, Salima ? En fait, ça dépend du projet et du profil. L'achat, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Que ce soit dans l'engagement, on devient propriétaire, il y a quand même des charges inhérentes, que ce soit les charges mensuelles du prêt, les charges si vous êtes en copropriété, les imprévus, je ne sais pas, vous achetez une maison, la chaudière casse, ça coûte quand même de l'argent, versus vous êtes locataire et vous n'avez que le loyer à payer. Pour moi, il faut vraiment anticiper et c'est vraiment deux choses différentes en termes de projet de vie et aussi en termes de rentabilité et d'amortissement.
un bien pour 4 ans, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ? Ça dépendra de ce que vous voulez en faire au bout des 4 ans. Est-ce qu'il sera rentable ? Dans certaines villes, oui. Dans d'autres, non. Dans d'autres, non. Donc c'est un calcul à faire vraiment en fonction de la zone géographique Exactement. où on achète. Mais en règle générale, on dit qu'il faut compter minimum 5 à 6 ans de détention pour que l'achat soit rentable. Par exemple à Paris. Oui. Donc pour 4 ans, il faut vraiment voir le profil en entier et le projet pour voir si c'est vraiment rentable. Mais moi, j'invite les gens à faire des tableaux achat, location et d'écrire vraiment les coûts réels pour se rendre compte des projets qu'ils ont. Alors on va finir avec une question de Sophie. Je suis propriétaire de ma résidence principale et d'un appartement en location également. Je pars à la retraite en mars 2027 et je souhaite changer de région pour acheter une nouvelle maison. Est-ce qu'il faut vendre avant d'acheter ou passer par un prêt relais ? Vaste question, Florence. Oui, donc le fameux prêt relais, on en parlait tout à l'heure. Donc, il est plutôt conçu pour ce type de situation. Donc, comme on le disait, il permet de financer le nouvel achat avant que l'ancien bien soit vendu. Donc, en avançant une partie de la valeur estimée. Donc, on parlait tout à l'heure d'une estimation entre 60 et 80% du montant estimé du bien. Le gros avantage, c'est que ça permet de ne pas rater le bien que l'on souhaite acquérir. Par contre, le risque, c'est si la vente du bien actuel prend plus de temps que prévu. Parce qu'effectivement, il va falloir supporter 2 charges. Le nouveau crédit avec les nouvelles mensualités et puis les intérêts du prêt relais si on fait le choix de payer les intérêts au fil de l'eau. Donc ça peut vite être compliqué. Après, là, dans le cas cité, s'il y a un achat locatif, ça peut être aussi intéressant de regarder à quelle date il sera libre pour éventuellement prendre en compte cette ressource. Pour toucher des loyers éventuellement. Oui, ou quid de est-ce qu'elle souhaite le conserver et pourquoi pas le revendre pour financer la nouvelle acquisition. Alors Salima, il y a aussi un conseil clé, c'est de ne jamais signer le compromis du nouveau bien sans avoir fait estimer sérieusement l'ancien. Oui, alors... Qu'est-ce que ça veut dire estimer sérieusement, du coup ? En fait, dans ces projets d'achat, de revente, c'est quand même chez nous, sincèrement, un client sur 5 qui achète et qui vend en même temps. Il y a quand même des coûts... C'est assez fréquent. Oui, franchement, c'est assez fréquent. Les gens trouvent d'abord leur bien coup de cœur et après, ils mettent en vente parce qu'ils ont peur de vendre. Et il y a quand même le point de se dire on va où entre deux. Donc, c'est plus l'option du prêt relais qui est prise en compte. Mais ça génère quand même des périodes de stress pour les clients parce qu'il faut bien jauger le marché sur le fait qu'on a soit 12 ou 24 mois pour rembourser ce prêt relais. Donc, en période de crise, comme on l'a vu là sur les 2 dernières années, c'était des périodes assez stressantes pour les vendeurs qui n'arrivaient pas à vendre leurs biens. Donc, ça peut générer des stress parce qu'ils n'avaient parfois... En fait, ils avaient surestimé leur prix de revente de leur premier bien. Et là, du coup, ça ne matchait pas. Parce que quand il y avait des très grosses négociations, on ne s'y retrouvait pas financièrement. Donc, ça bloquait des situations. Donc, il faut bien, déjà, quand on a un prêt en cours sur sa résidence actuelle, il faut bien vérifier combien on doit à la banque, avoir un décompte de remboursement anticipé pour savoir combien on doit, bien faire estimer le prêt relais et surtout bien faire estimer, au vu du marché, à un prix réel, pas le prix qu'on attend, vraiment le prix auquel sur le marché ça se revendra. Le prix qu'on fantasme, mais exactement. Le vrai prix. Alors comment on fait bien estimer son bien ? On fait appel à plusieurs agents immobiliers, oui. On croise plusieurs estimations, on fait une moyenne, comment on fait ? Un minimum deux estimations par un professionnel pour se rendre compte vraiment de l'état du marché, faire une moyenne et vraiment savoir sur quoi on peut partir. C'est vraiment des coûts non négligeables. Acheter-revendre, c'est quand même un projet... En termes de stress pour les vendeurs, c'est assez stressant parce que la durée des signatures, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 mois. Donc c'est assez court pour trouver un acquéreur, signer une promesse, obtenir des prêts, etc. C'est quand même assez court. Et puis dans le cas de Sophie, qui est aussi à moins de 2 ans de la retraite, la banque va intégrer ses futurs revenus de retraite dans le calcul de sa solvabilité. Donc elle a aussi intérêt à avoir une bonne idée, une bonne perception de ce que va être sa pension. Oui, alors il existe des simulateurs et ça on le demande en fait. La banque va demander une estimation des revenus pendant la retraite et ce sera pris en compte dans sa demande. On se basera là-dessus effectivement. D'accord, donc ça, il faut aussi un dernier petit conseil, Salima, je ne sais pas, une anecdote qui est arrivée à un de tes clients. Là, il arrive tellement de choses. Oui, j'imagine. Les anecdotes
plutôt fun. C'est les choses que les gens anticipent le plus en fait, moi, le conseil que je donne en dehors de tout ça, c'est de toujours bien anticiper, surtout au niveau financier. J'ai des anecdotes qui sont pas très fun sur des chaudières qui lâchent le lendemain de l'acquisition. C'est pas forcément des vis cachés, mais il faut anticiper. Tout peut arriver, même ça. Tout peut arriver, clairement. De la chaudière à la toiture, aux dégâts des eaux classiques. Quand on devient propriétaire, on est propriétaire, donc en fait, personne d'autre va payer à votre place. Donc il faut toujours anticiper, notamment dans les montages financiers, la chose qu'on n'a pas anticipée. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est le principal conseil. Exactement. C'est déjà la fin de ce webinaire. Merci infiniment à toutes les deux pour vos éclairages qui étaient à la fois complémentaires et très concrets. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi cette semaine de l'éducation financière. C'est fini pour cette année, mais tous les replays de la semaine restent disponibles en intégralité sur le portail boursorama.com et sur YouTube. Excellente soirée à tous et bon week-end.